Bienvenue au Polysécurité sur l'actualité. La semaine terminant le 7 juin 2026, enregistré le 8 juin 2026. Cette fois-ci, j'ai pas eu trop moins de difficultés d'habitude à réussir à rattraper mon retard, à voir les nouvelles et tout ce que c'est. Je reviens de la France, du Styx essentiellement. Événement super, j'ai vraiment beaucoup apprécié mon événement. J'ai revu des gens que je ne vois que dans les événements en France. J'ai rencontré de nouvelles personnes avec qui j'ai eu des contacts tout à fait sublimes, puis peut-être des collaborations qui s'en viennent. Bref, ça a été super chouette. Ça m'a permis de revoir aussi Gaëtan et Guillaume qui ont été toujours aussi accueillants. Bref, tout ça m'a permis, j'ai vu maintenant, j'ose le dire comme ça, mais mes amis de X-Defense, Thomas et François. Donc bref, ça a été vraiment une très belle occasion de renouer avec l'écosystème français et en même temps de voir qu'est-ce qu'un autre événement qui est essentiellement mythique en France, son importance, sa place et tous les rituels qui sont associés. Je vais m'en inspirer pour mon propre événement aussi d'ailleurs. Sur certains aspects, je trouve ça très intéressant. Dynamisme et sélection qui fait que c'est ça. Fait que bref, super chouette. Shameless Plug, 24-25 juin Troopers, 26-27 le Hack, 30 juin au 2 juillet Pass de Salt. Trois événements dans lesquels je vais être. Si vous voulez la main, c'est vrai, en parlant de lever la main, il y a Romain que j'oublie de saluer dans le premier bloc, la première fois qu'on réussissait à se voir en personne. Bref, ça m'a rappelé tout ça. Le 19 septembre, B-Side, 20-26 septembre, BroCon, le 13 novembre, DEFCON, et non, DEFCON. 16 au 19 novembre, l'European Cyber Week, 1er au 3 décembre, InCyber Canada, et 24-25 février, le Secure. Comment ça, les nouvelles? C'est tout à fait épique ce qui en est sorti cette semaine passée, essentiellement. Bref, section sur l'intelligence artificielle, Mythos, finalement, Anthropic commence à ouvrir davantage son modèle autant au niveau technologique, une version diminuée, mais autant le Mythos original aux pays européens notamment. Donc, on va voir un élargissement de ce que c'est. Glasswing aussi augmente son nombre de portées à 150 organisations, donc continuer à faire bénéficier les organisations de cette capacité de recherche. Kevin Beaumont fait un clin d'œil en disant que Mythos, ce n'est que du marketing et à l'heure actuelle, ce n'est que pas mal ça. Et de l'autre côté, une démonstration des modèles gratuits, parce qu'on parle beaucoup de Mythos, c'est la fin du monde. Il a été démontré avec des modèles gratuits qu'on est capable d'arriver à faire un verre qui se propage seul. Donc, on voit que c'est peut-être plus l'orchestration autour de Mythos qui donne le payoff et non Mythos lui-même ou le modèle d'inférence qui apporte toute cette valeur-là. Bref, autre sous-section, tout le fiasco d'Instagram. Celui-là, il est épique. Il est dans la section intelligence artificielle parce que c'est essentiellement le chatbot AI de Instagram qui a permis d'effectuer des réinitialisations de mots de passe sur des comptes qui étaient à d'autres personnes. C'est fantastique de voir ce genre-là, ce chose-là de passer. C'est merveilleux. Au moment où c'est enregistré, c'est corrigé, mais il demeure que ça a été actif pendant plusieurs semaines, mois, voire, et il semblerait dans les forums underground, c'était déjà connu. Donc, cet élément-là ne fait que surface au sens où c'est maintenant connu, mais c'est épique à quel point on ne maîtrise pas les agents d'intelligence artificielle. Une compagnie de l'ampleur de Meta n'est pas capable d'y arriver. Fait que donc, mettez ça dans votre pipe, comme on dit ici, sur le fait que c'est très à risque. Des compagnies avec beaucoup de moyens et beaucoup de capacités ne sont pas capables de le déployer de façon sécuritaire à l'heure actuelle. Donc, si vous n'avez pas les moyens ou l'envergure de Meta, repensez à deux fois avant de déployer des agents d'intelligence artificielle. Peu importe, parce qu'il y a un manque de balises, ça amène à des problèmes comme ça. Le propre injection, le tromper, réussit à avoir des objets. Et le clin d'œil de Kevin Beaumont, encore une fois, sur la façon d'y arriver. Il est spectaculaire, mais ça, c'est n'importe quoi. Et ce qui m'inquiète beaucoup, dans l'absolu, c'est que ça va s'aggraver avec les années. La façon qu'on l'utilise, où on intègre l'intelligence artificielle, va continuer à exposer de façon démesurée, des choses comme ça. Et terminer sur cette sous-section-là, la seule moyen de protection contre ça, et donc d'éviter que l'agent AI vienne briser ou prendre contrôle de votre compte, c'est toujours le MFA. À l'heure actuelle, c'est le seul moyen encore efficace
pour lutter contre ces ratés-là qui pourraient pu mettre votre compte en péril, par exemple. Donc, n'oubliez pas de l'activer sur tous vos comptes, essentiellement. C'est maintenant le minimum viable qu'on a sur ce genre de choses-là. Autre sous-section sur l'injection, c'est encore très exact, ou l'exfiltration de données par l'injection de prompt, et ainsi de suite. Il y a 3 nouvelles là-dessus qui mentionnent essentiellement que le module ChatGPT pour Google Workspace, Workspace permet d'exfiltrer des choses dans Sheets. L'autre, l'espèce d'agent Gemini qui se branche dans nos téléphones, dans toutes les applications qui permet de nous aider, si on veut, dans ce contexte-là, est aussi vulnérable aux injections. Donc, si on reçoit des SMS, des Slack ou des WhatsApp qui nous poussent, qui sont un prompt injection essentiellement, Gemini va réagir et va exécuter le prompt en question. Donc, on voit à quel point c'est encore très, très fragile, ces technologies-là. Il est très prudent. J'en parle de moins en moins, ces éléments d'injection-là, parce que pour moi, c'est un vieux problème qui, à ce stade, aurait dû déjà être réglé, mais qui ne l'est pas. C'est un peu étrange de voir ça avec le peu de vitesse à laquelle on est capable d'agir. Et probablement que ça va être très difficile à régler de toute façon. Et dernière nouvelle, cette section-là, le ChatGPT a sorti le mode lockdown qui permet justement de limiter la capacité. Celui-ci n'a pas été encore testé, n'a pas subi le test du terrain. Probablement qu'on va en entendre parler dans les prochaines semaines, comme quoi c'est efficace ou pas, et à quel point on est capable de réussir à faire quelque chose avec ça. Dernière sous-section de l'intelligence artificielle. 2 poursuites qui sont faites, essentiellement une sur OpenAI pour avoir mentionné, ou en tout cas, bref, lié le fait que ChatGPT favorise ou indique les gens comment faire des assassinats, des meurtres. C'est très troublant de voir que ces outils-là sont aussi utilisés. On a eu le même cas au Canada que les Britanniques. Donc, c'est à ce d'énormes questions sur la capacité de ces outils-là à venir intervenir et à quel point on veut que ça intervienne ou à quel point. Bref, toute cette logique-là, parce qu'il y a quand même un danger de mettre beaucoup de surveillance, mais il demeure qu'ils ne doivent pas être des outils qui aident ou favorisent le fait de tuer d'autres humains. C'est complètement débile. Et le modèle américain est très basé sur les poursuites pour réussir à ramener les gens dans le droit chemin. Donc, bref, il y aura poursuite. Dans ce cas-ci, j'espère qu'il y aura action qui permettra justement ou calibration pour que ces genres de choses-là ne se passent plus. Et la seconde nouvelle de cette sous-section-là, c'est une compagnie qui était supposée détecter les fusils, les armes de poing essentiellement dans les écoles et ça n'aurait pas réussi. Donc, une poursuite sur le fait de cette raté-là. Et là, c'est là aussi de savoir à quel point ces outils-là d'intelligence artificielle, la qualité de ce qu'ils livrent et les présomptions aussi, parce qu'on est dans un univers où on a d'énormes présomptions de qualité et de très haut, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas attaché avec le réel. Donc, tout le langage marketing très, très fort nous laisse penser que c'est plus fort que c'est. Donc, aussi, au niveau des poursuites, au niveau américain, la façon dont ça fonctionne, ça va probablement refroidir un peu les ardeurs des publicités ou des systèmes qui se disent impeccables et sans erreur. Bref, fin des sous-sections. Un registre DNS pour les agents pour reconnaître entre eux autres. Donc, ils sont en train d'utiliser des structures déjà en place pour réussir à se retrouver, à interopérer. AirSync a retiré tout ce qui était fait avec du LLM parce que ça a causé des problèmes. Donc, on est en train de voir aussi un certain nombre de problèmes et la masse de choses qui est faite. Donc, de prendre ça avec un grain de sel, disons. Amazon a fermé un tableau de compétitif sur l'usage du AI et ce qui devait être fait a été fait, c'est-à-dire que les gens ont trouvé une façon de tricher. Donc, en augmentant leur capacité perçue d'usage de l'intelligence artificielle pour être classé le plus haut élevé. Donc, on voit à quel point ces systèmes-là sont mal foutus, mal réfléchis. Tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle à l'heure actuelle est complètement pas réfléchi. Qu'on a des humains qui les utilisent ce qu'ils font. Et c'est pas sans rappeler le fait que Microsoft avait sorti un chatbot sur Twitter il y a pas mal d'années et ça avait été un fiasco monumental. Fait que clairement, on n'a pas l'air d'apprendre de nos erreurs. On les répète encore ad nauseam. C'est complètement fou. Et ça me rend un peu cynique par rapport à où on s'en va par rapport bref, à tout ça. Des projets open source injectent des instructions cachées pour les AI, donc notamment posent des gestes. Il y a un problème éthique face à ça, effectivement,
de faire que les choses se brisent chez d'autres ordinateurs. Donc, il y a une question de responsabilité là-dedans, mais en même temps, je peux comprendre que, en tout cas, bref, je comprends, mais il y a peut-être des enjeux éthiques et légaux associés à ça. Le département de la Défense aux États-Unis veut intégrer la sécurité de l'intelligence artificielle dans ses opérations. Jusqu'à présent, on n'a pas vu des choses très intéressantes. On va voir avec le temps comment ça va se faire. Cette volonté-là va se matérialiser. Trump a changé son executive order sur le AI. Il a changé un peu les paramètres. Il avait sorti il y a quelques semaines, backtrack, revient avec quelque chose d'autre qui finalement donne pas peut-être une portée très intéressante dans l'absolu, et notamment parce que le fait que Doge a complètement tué la plupart des départements aux États-Unis en faisant des congés massifs ou d'autres choses comme ça. Donc, ils n'ont plus nécessairement les compétences pour exécuter l'executive order qui vient d'être sorti. Euh, euh, le XAI est en cours pour débattre, pour connaître le nom des 4 personnes, je pense, qui portent plainte sur le fait d'avoir été nudifié et machin. Donc, c'est des tactiques qui sont utilisées pour faire l'intimidation sur les personnes qui se prévalent de la loi sur, justement, qui vient de sortir. Donc, c'est un peu sale de faire ça, mais on voit clairement que on est dans des stratégies hostiles aux victimes de cette chose-là. Donc, c'est un peu étrange comme approche. Comme Volt mentionne, compagnie de backup, mentionne que ce serait temps de réfléchir la façon de fonctionner, étant donné que l'intelligence artificielle change un peu la stratégie des attaquants. Donc, les backups doivent se réfléchir différemment aussi. L'usage de l'AI pour faire de l'évasion de DA, c'est très intéressant parce que ce coup-ci, ils testent vraiment de façon systématique. Donc, on mécanisait à l'aide de l'intelligence artificielle la façon de trouver comment se sauver en tout cas, bref, contourner le DA. On a largement parlé avec Charles Hamilton d'un point de vue humain, comment on réussit à faire ça. Et là, là, on a des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus rapidement et beaucoup plus largement. Puis c'est pas sans rappeler aussi le podcast qui est diffusé à ce stade-ci avec Philippe qui parle justement des études au niveau des antivirus, comment systématiser. Donc, il y a beaucoup de recherches de ce côté-là. L'usage de l'intelligence artificielle n'est pas de la recherche, mais à ce moment-ci, c'est intéressant de voir qu'il y a de l'usage terrain et ce sera intéressant de voir aussi si ces recherches-là, comme celle de Philippe, vont être capables de nous amener plus loin sur cette réflexion-là, sur comment et donc aider ces moteurs-là à se perfectionner pour lutter contre ce type de choses-là. Doctorow a sorti une publication très intéressante, Disillusion as a Service. En l'occurrence, son propos est très intéressant. Ça fait écho à ce qu'on a parlé largement avec Cybercitoyen sur le fait que l'intelligence artificielle va réveiller des problèmes chez les gens qui est peut-être des problèmes latents qu'on ne voyait pas avant ça. Donc, est-ce qu'il y a une responsabilité? Comment c'est fait? L'exemple qui est mentionné, c'était chez Disney, il y avait une centrifugeuse essentiellement, qu'on mettait des humains dedans pour avoir des sensations fortes. Et cette machine-là avait des caractéristiques qu'il y a certaines malformations cardiaques qui sont sans conséquence en temps normal, que dans un contexte comme ça, sont exposées, donc apparaissent comme ça. Donc, est-ce que les psychoses associées à l'intelligence artificielle qui sont réveillées par l'exposition à l'intelligence artificielle et à quel point on peut avoir ce type de situation-là, donc d'exposer massivement des gens à des choses qui peuvent les amener en psychose, est probablement plus un problème. Donc, il y a une réflexion à avoir. L'article est très complet, il est très grand. Là. Mais bref, j'essaie de résumer le mieux que je pouvais d'encapsuler le propos, mais c'est très intéressant de mettre que il y a une responsabilité de la part des fabricants d'intelligence artificielle sur le fait de réveiller des problèmes qui étaient latents chez les gens. Bon, c'est un peu ça l'essentiel. L'Estonie a fait une étude sur les modèles d'intelligence artificielle qui sont le plus résistants à la propagande russe. Quelque chose qui est remarquable, c'est le fait que quand on écrit en russe, ils sont moins résistants que quand on écrit en anglais. Et naturellement, les nouveaux modèles, plus famille 5 chez GPT et 4.5 en montant chez Anthropic, sont beaucoup plus résistants que les plus vieux modèles à l'état de propagande. Donc, c'est très intéressant de voir ces études-là et de voir justement à quel point il y a une tentative de limitation de ce genre de choses-là. RAG et l'usage de RAG pour la sécurité et la privacy, il y a des modèles à avoir. C'est très intéressant parce que cette étude-là, scientifique, elle vient voir à quel point on est capable de aller chercher des façons beaucoup plus intéressantes
quand on était face à un rack et avec du propre injection dans le sens où on est capable de retirer la base de connaissances interne de la compagnie. Donc, c'est une facette de problème ou modélisé dans la menace qui est très intéressant puisque le propre injection fait partie de ça. Simulation d'attaque et l'amélioration des règles SIEM, une étude de façon à ce qu'on est capable de ramener automatiquement les activités synthétiques de type Red Team pour créer des règles du SIEM automatiquement. Donc, c'est intéressant. C'est assez basique ce qui est fait dans cette recherche-là, mais on est probablement rendu au stade où que les règles de détection devront répondre spécifiquement à ce que les attaques synthétiques par les Red Teams sont faites dans les organisations, donc nous amener ailleurs et d'aider à faire cheminer les organisations conséquemment. Est-ce qu'un agent va se récuser dans le contexte où on lui interdit dans un contexte où on vit beaucoup de problèmes à l'heure actuelle où les agents font beaucoup plus que ce qu'ils seraient supposés faire? Ou vont prendre des décisions qui sont étranges, vont effacer des bases de données, vont effacer du contenu comme ça, et de mettre des prompts qui viennent bloquer. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, la majorité, si pas la totalité des modèles frontières vont être conformes à la requête de dire ne fais pas ce genre d'action-là. Donc, en tout cas, a priori, on serait capable de donner des ordres et ceux-ci seraient respectés dans la mesure où ils ne sont pas compressés, ne sont pas compactés, qu'on a vu dans certaines choses. Mais bref, si cet ordre-là est placé de façon à être non compacté, va effectivement atteindre le résultat voulu. Donc, il va être conforme, compliant. Là, ça, je prends le terme l'anglicisme. Va nous amener jusque-là. Dernière nouvelle de cette section-là. Au niveau de Hugging Face, il y a des transforms qui ont des codes injectés dedans parce que ce qu'il faut savoir quand les modèles sont sur Hugging Face, il y a du code Python caché, il y a plein de choses qui sont dans le gros modèle. Et tout ce code-là peut devenir très toxique très rapidement. C'est pas sans rappeler le podcast que j'ai enregistré avec Nicolas Bédard, justement, où on parle du fait que Palo Alto a la capacité de scanner ces modèles-là pour détecter des éléments nocifs à l'intérieur de ceux-ci. Donc, soyez très prudents de ce que vous téléchargez sur Hugging Face, puisque des modèles compilés par des personnes que vous n'avez pas nécessairement confiance peuvent contenir du code malveillant à l'intérieur de celui-ci. Section suivante, la guerre. Deux nouvelles. La première, des groupes liés à l'Iran ont attaqué des systèmes, détruit les backups, des attaques complètes. Donc, on a littéralement changé d'univers. Maintenant, les attaques se font. On n'est plus dans un contexte théorique, en tout cas, ou caché. Maintenant, c'est au grand jour. On le voit tout. Fait que soyez très prudents, n'exposez le moins de choses possible puisque c'est dangereux. Et si vous avez des choses très précieuses, cachez-les très loin. L'autre, puis celle-là, elle me rend un peu perplexe, mais bon, bref, la nouvelle, elle est escalée. Le Pentagone relève le niveau d'alerte face aux espions israéliens. Il semblerait que la friction entre les États-Unis et Israël amène une friction d'espionnage également, donc c'est à considérer. Fait qu'on voit qu'il y a un énorme changement géopolitique, donc puis maintenant, la cyber est contrainte et doit contenir ça en considération. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus aux éléments géopolitiques, puisque ça a un impact direct maintenant sur mon travail. Et la guerre en Iran ou la guerre en Ukraine ont été de très bons exemples de ce transfert-là de la volonté des pays d'attaquer maintenant dans le domaine cyber. Bref, autre section souveraineté. Les Européens sont de plus en plus en train de planifier sur la sortie du numérique américain. C'est très étonnant, ce genre de choses. Parce que c'est très étonnant. C'est une position qui est très légitime de la part des Européens. Les Canadiens ont tendance à faire sensiblement la même chose. Par ailleurs, c'est à voir à quel point le gouvernement américain nuit à ces industries qui sont quand même d'une très grande influence. Je suis un peu perplexe par rapport à ce type de choses-là. Et l'effet que ça a essentiellement, c'est qu'il jette le bébé avec l'eau du bain. Parce que, il y a cette perception-là de plus en plus forte que le gouvernement américain est en train de mettre ses gros doigts dans les informations européennes, ce qui, en théorie, n'est pas tant le cas que ça, mais bref, c'est ce qui véhicule. L'autre nouvelle, c'est que maintenant, l'ouverture au code source ouvert, beaucoup plus fort en Europe. Donc maintenant, il commence à y avoir des directives qui favorisent l'usage du code source ouvert. Au Québec, on avait des initiatives comme ça il y a plusieurs années qui n'avaient pas mené à grand-chose. Ça revient sur le tapis. C'était intéressant de le voir. Est-ce que ça va se matérialiser
comment ça va se matérialiser, c'est des questions à se poser. Ça peut se faire, mais pas n'importe comment, puisqu'il y a des conséquences par rapport à ça. Dernière nouvelle de cette section-là, ben, le gouvernement américain avait bloqué les routeurs Internet étrangers. Là, le FC, le lobby des câbles, des câbles distributeurs, fait un lobby sur le FCC pour assouplir les règles parce que là, clairement, ils n'auront plus de capacité avec le fait d'augmentation des coûts à cause de la rareté de la mémoire, notamment des CPU. Bien complexifier les choses, fait qu'on est dans une drôle de facette et d'expression de la souveraineté américaine en l'occurrence, comme si par magie, le fait de bannir ce genre de choses dans les routeurs, en l'occurrence, allait automatiquement créer une capacité industrielle d'en faire sur le sol américain. C'est un peu fou comme idée, essentiellement, et de penser que comme Taïwan peut être facilement remplacé en termes de capacité de production de processeurs. Donc, on est dans un univers un peu particulier en termes de réflexion et à très courte vue. C'est malheureux parce que ça va avoir des conséquences. Il y a des décisions qui auraient mieux, en tout cas, bref, d'aller plus loin que ça. La section suivante, Privacy. Le Pentagone finit par admettre le fait que les données de localisation de ces militaires sur le terrain sont disponibles dans les data brokers. Je mentionnais la semaine dernière le fait que c'était une conséquence du modèle américain, de cette complaisance ou de laisser aller face à l'usage de ces données-là ou à la compilation de ces données-là par des data brokers. Donc, des questions à se poser. Militaire, oui, mais dans toutes les facettes de la société aussi, parce que ça a des conséquences sur beaucoup de gens. Et donc, au-delà du fait militaire, ça peut avoir des effets sur la société civile aussi, mais dans un contexte militaire, ben, à l'heure actuelle, la position des militaires américains, notamment en Iran, est clairement reconnue et facilement visible par les Iraniens. Donc, on est dans un contexte complètement absurde en termes de position sur la façon de faire la guerre. Donc, bref, il y aura des changements à faire. J'espère que ces changements-là vont transcender plus que le monde militaire et jusque dans la société civile pour qu'on puisse bénéficier aussi d'arrêter cette gloutonnerie sur les informations qu'on a et de les revendre à outrance et de vouloir nous monétiser le plus qu'on peut. Et puis, petite parenthèse par rapport à ça, c'est Guillaume Ross qui a publié sur son compte Masto hier, donc le 7 juin, l'usage d'un petit outil, le MIST, qui permet de voir tout ce qui est visible par les applications sur un iPhone. C'est franchement très épeurant ce qu'on est capable. Et après ça, juste de ces informations-là, on est capable de faire un fingerprint assez précis du téléphone et de le faire suivre sur toutes les applications, même si on n'a pas de numéro d'identification unique qui nous permet. Donc, on est capable de dériver assez facilement un numéro comme ça. Donc, après ça, les gens qui pensent que leur téléphone les écoute, pas pantoute, les applications voient tellement de choses sur comment on est, sur qu'est-ce qu'on fait, que non, c'est pas ce genre de choses-là. Puis d'ailleurs, ils peuvent voir des informations autour qui sont assez fascinantes. Donc, bref, fin de cette parenthèse-là. La vérification d'âge sur Internet, c'est la fin dans le fond, la liberté sur Internet. C'est un drôle de chose. On revient encore. Ça revient souvent. C'est un peu le même propos que j'ai. La vérification d'âge, elle est mal organisé sous le chapeau d'une protection des enfants, et ce qui est très correct. On vient mettre un outil de surveillance de masse pour tout le monde. Donc, on est un peu comme on va se faire avaler une couleuvre. Donc, c'est un peu étrange comme approche pour nous amener là. Mais on est capable, je crois, puis l'Europe a commencé à développer des systèmes justement sans trop d'invasion de la vie privée pour être capable de démontrer qu'on a l'âge d'utiliser un truc, donc d'arriver avec ce genre d'informations-là. Mais bref, chose à vérifier, parce que bref, il y a du travail à faire pour protéger la vie privée, tout en arrivant à l'objectif de vouloir limiter ou contrôler ce que les enfants peuvent voir sur Internet, par exemple. Bref, la privacy n'est pas morte, elle est juste un inconvénient. Effectivement, quand on fait un effort réel pour protéger notre vie privée sur Internet, c'est faisable. Par ailleurs, c'est très difficile, c'est très complexe. L'article est quand même très intéressant. Il y a plusieurs facettes. Donc, le degré de difficulté fait que la plupart des gens abandonnent avant même de pouvoir arriver à quelque chose pour le bénéfice des grandes corporations qui utilisent cette information-là pour revendre et monétiser leurs services de façon, disons, malsaine, si on le regarde comme ça. Amazon Ring fait partie d'une poursuite, et dans la poursuite dit qu'essentiellement, comme Ring est capable de
faire de la reconnaissance faciale. Amazon devrait payer les gens pour collecter cette information-là et amener à le fait d'autorisation aussi, parce qu'ils collectent ces informations de façon non autorisée. Il y a toujours cet aspect-là. Les Européens sont un peu plus forts sur cette autorisation. Il y a certaines dispositions dans les lois américaines qui aussi l'encadrent correctement. Et c'est pas sans rappeler le fiasco entre le partenariat entre Flock et Amazon il y a quelques temps. On en avait parlé notamment avec Cybercitoyen. Mais cette facette-là, elle est très importante et à quel point on laisse tout ça libre cours. Bref, c'est intéressant d'avoir ces poursuites-là. Puis encore une fois, c'est le modèle américain. On fait tout, puis ensuite on va se faire punir versus le modèle européen. Tout est encadré et finalement, en tout cas, bref, on n'est pas dans le même univers. Dans ce cas-ci, je pense qu'on atteint la limite de ce que le modèle américain peut nous servir. Je pense qu'on doit commencer à resserrer la vis de façon très importante, puisque, bref, il y a de l'abus et on est en train de le voir de partout. Dernière nouvelle de cette action-là, Elon Musk essaie encore de se sauver de la conformité qu'il doit faire au FTC sur un vieux problème qui le précède d'ailleurs chez Twitter, mais qui ne fait pas confiance à la façon que les informations sont manipulées à l'intérieur de l'organisation. Et à ce stade-ci, même si le plaidoyer de Musk ou de X est quand même courant sur le fait que l'encadrement qui a été fait date d'une autre époque pour d'autres raisons et tout ça, le fait que le conserver demeure nécessaire puisque ça limite la capacité à X d'utiliser les informations qui sont déposées sur la plateforme pour faire de l'entraînement notamment et faire d'autres choses. Donc, c'est pour ça que Musk veut absolument s'en débarrasser parce que ça lui nuit dans sa capacité d'entraîner ses modèles parce qu'il y a des contraintes et de la surveillance qui est faite par les organismes normatifs américains. La section suivante, la loi, deux petites nouvelles. La première, c'est une recherche qui vérifie, dans un contexte RGPD, essentiellement la capacité de injecter dans les plateformes comme Redis, par exemple, le filtre en amont pour que l'information personnelle ne circule pas. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on est capable de moduler les choses comme ça. Fait que je trouve très intéressant ce type de recherche-là. Et la deuxième, puis celle-là est perplexe, puis elle est incomplète, semblerait qu'il y aurait des utilisateurs de Graphene OS qui ont été dénoncés aux autorités. Fait que c'est un cas un peu particulier, je trouve ça un peu bizarre. Là. J'ai pas vu, j'ai pas compris l'ensemble du contexte qui est associé à ça, mais c'est quand même particulier. Et ça fait un peu peur de penser que ça pourrait arriver effectivement qu'on se fasse rapporter parce qu'on utilise un système d'exploitation particulier ou on utilise une messagerie qui est protégée comme Signal, par exemple. Donc, on est dans un univers où on est en train de basculer tranquillement vers une forme de contrôle et une forme d'autoritarisme qui est, je trouve, qui est désaligné par rapport aux valeurs qu'on a normalement en Occident. Bref, c'est à se poser des questions, à savoir où on s'en va avec tout ça. Section rouge, première sous-section, tout le fiasco de Nightmare Eclipse, essentiellement le fait qu'il y a eu cette espèce de chicane entre Microsoft et le chercheur en question. Il y a des détails qu'on n'a pas, on ne connaît pas le backstory. En tout cas, j'ai pas vu d'informations qui me permettent d'avoir des informations sur le backstory, mais il demeure que ce qui est visible de ce qui s'est passé est une très mauvaise chose. Le fait que Microsoft a commencé à faire allusion au fait qu'ils voulaient poursuivre la personne. Finalement, ils ont backtracké peu de temps après, mais pas dans un blog officiel, mais dans un post sur X, ce qui a peut-être pas le même poids. Tout le monde les chercheurs, ce sont puis ceux qui ont travaillé avec Kat Missouri, toute la gang de Love Avenger Series, que j'ai fait référence la semaine dernière, ont tous mis et parlé de cet élément-là comme étant une erreur stratégique de la part de Microsoft et une forme de tension entre Microsoft et la communauté de recherche de vulnérabilité. Fait que, bref, on est dans un contexte très particulier. Moi, étant un très vieux de la vieille, j'ai vu et pas participé de façon active, mais bon, bref, lui et été entouré de ce débat-là de la divulgation responsable. Comment ça doit se faire, pourquoi ça doit se faire, tout le volet éthique qui est autour de ça. Ça a été relativement respecté, ça a été relativement bien fait. Il y a eu une bonne coopération relativement entre les fabricants de logiciels et les chercheurs. D'avoir donné un coup de pied comme ce que Microsoft a fait va créer une zone assez d'instabilité.
puisque maintenant, les chercheurs ne sont plus nécessairement intéressés à divulguer aux fabricants. Ils vont peut-être préférer le divulguer sur le marché noir, par exemple, étant donné que Telegram, c'est très facile de retrouver ce type d'informations-là. Vendre ça à des compagnies qui vendent au gouvernement, par exemple, ou peu importe, tout cet univers-là. Donc, on est dans un contexte où c'est moins bon pour la sécurité globale d'avoir fait cette action-là. Fait que c'est très, très, très malheureux de voir ce que c'est. Et ça a fait aussi que d'autres chercheurs qui ont sorti des vulnérabilités de façon non contrôlée, non responsable, si on prend le protocole. Puis dans l'absolu, il n'y a pas de loi qui bloque ce type de divulgation-là. C'est vraiment du gentleman agreement qui a été un peu endommagé par le geste un peu cavalier de Microsoft en l'occurrence. Fait que moi, je trouve ça très, très malheureux comme situation. Puis c'est pas aussi le fait que ça leur a pris du temps avant de réagir et de donner un fixe. Et là, ça a monté la tension. Fait que bref, il y a d'autres gens qui vont sortir d'autres choses. C'est pas positif pour personne, cet élément-là. Fait que j'espère que ça va se résorber parce que d'un point de vue, je me place dans une position où je protège, où je travaille pour mes clients pour du défensif. Moi, ça va compliquer ma vie de façon énorme, ce qui vient de se passer là. Et j'espère que la poussière va retomber assez rapidement ou que Microsoft va poser des gestes concrets pour rétablir la confiance qui, malheureusement, a été ébranlée par ce qui s'est passé. Puis, bref, je trouve ça très, très, très malheureux comme situation, comme chose. Fait que je suis très. Bref, ça va compliquer ma vie de professionnel. C'est des vieilles et des vieux combats qu'on avait. Il me semble que. Bon, bref, était terminé. Je pensais que c'était. On avait résolu ça. Bref, autre sous-section. Deux choses encore avec Microsoft, mais de ce coup-ci, parce que bref, pas de la même façon. On rajouté tous les outils Linux de ligne de commande pour favoriser une meilleure compatibilité entre les univers de développeurs et DevOps et ainsi de suite. Ce qui est une très bonne chose par ailleurs. Cependant, ça ajoute une complexité sur le niveau du LOLBIN notamment. Fait que toute la capacité de surveiller les EDR à l'heure actuelle sont incapables de voir ce qui se passe dans ces univers-là. C'est déjà utilisé en partie pour contourner les EDR. Là, on vient d'ouvrir la porte encore plus grande à la capacité de contourner les EDR. Donc, c'est à réfléchir comment les mesures préventives vont être développées pour protéger contre ce nouveau vecteur-là. Un problème de MFA chez Microsoft Entra. Je le mentionne là parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui dépendent de l'authentification avec Intra ID. Se sont imposés dans les dernières années, en tout cas essentiellement depuis le confinement, mais quand même un peu avant aussi, comme étant l'espèce de fournisseur centralisé d'identité sur Internet. C'est largement utilisé. Il y a beaucoup de monde qui vit dans cet écosystème-là. Il y a beaucoup de monde qui l'utilise, ce système-là, pour authentifier. Le fait que ça tombe en panne comme ça a des conséquences qui sont majeures, sont très importantes et c'est pratiquement rendu un OIV, si on prend les vocables français. Donc, c'est rendu une des infrastructures critiques et qu'on doit essentiellement agir en conséquence. Il doit y avoir des lois qui deviennent encadrer spécifiquement ce type de service-là. Et c'est peut-être pas dans l'intérêt des compagnies de devenir aussi important que ça, parce que là, en devenant de cette importance-là, Microsoft se place sur le chemin critique de beaucoup de services de l'ensemble de l'Internet. Donc, bref, c'est un peu comme Amazon qui détient beaucoup du compute qui est exécuté, notamment en Virginie. Donc, de le voir de cette façon, fait que là, réfléchir. Il y a des choses à positionner. Bref, une douzaine de packages de Red Hat ont été compromis par NPS, en tout cas les packages NPM. Donc, soyez vigilants et facilés. Le vérificateur général, l'inspecteur en anglais, trouve que le NIST a mal géré sa base de données de vulnérabilité. Ce qui en ressort essentiellement, c'est que cafouillage, dédoublement d'efforts, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'optimisation et qui a rendu beaucoup moins efficace cette base de données-là qui essentiel sur le fonctionnement, mais qui à terme est en train de s'évaporer en termes de base de référence de par le gouvernement actuel qui coupe beaucoup le financement sur ces facettes-là. Donc, déplace les États-Unis comme étant un chef de file à un simple contributeur comme les autres. Donc, c'est fascinant de voir ce pivot-là. Pourtant, ça fait 40 ans que les Américains étaient quand même le chef de file de tout ce qui se passait sur Internet et les vulnérabilités et la sécurité.
et là de retourner ça. Mais bon, bref, ça va changer la dynamique, tout se réorganise. Donc, on l'a vu avec les CVE. L'Europe a commencé à développer son système de CVE aussi. Je ne suis pas nécessairement favorable au fait qu'on multiplie les sources d'informations, mais à terme, peut-être que c'est le meilleur chemin où je préfère plus de collaboration, une entité mondiale où tout le monde, à travers l'ONU, contribue. Mais encore là, ces artifices-là de l'ONU ont atteint leurs limites beaucoup dans les dernières années. Donc, je ne sais pas si on est capable de faire placer ce genre d'organisme-là. Bref. X.org pour les vieux sur Unix a 8 vulnérabilités trouvées par les AI, ont une par un humain. On voit aussi que c'est de plus en plus présent ce type de choses. Je fais juste le mentionner parce que c'est quand même assez important dans l'univers Unix, Linux. Dans la nouvelle cette action-là, l'HTTP2 Bomb, qui est essentiellement une façon de faire des requêtes sur la plupart des serveurs web existants sur le marché et de occuper la mémoire et faire exploser le serveur essentiellement, là, le process. Donc, de rendre indisponible le process qui vient en arrière de tout ça. Donc, c'est de voir à quel point il y a l'asymétrie des attaques. C'est très intéressant. C'est une approche qu'on a vue à plusieurs occasions. Donc, de patcher vos systèmes en l'occurrence. Section bleue. L'analyse des infrastructures de Graphene OS, c'est très intéressant. C'est un regard critique et fondamental sur ce type d'infrastructure-là. Il y a des lacunes à l'intérieur de celui-ci qui ont été démontrées dans l'article qui sont intéressants à voir. Est-ce que c'est volontaire ou pas, ou est-ce que c'est une chose qui n'a pas été correctement analysée? Le temps le dira. Mais c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à ce type de système d'exploitation-là qui, par ailleurs, au dire de l'auteur en question, est quand même très robuste comme système d'exploitation pour téléphone, mais quand même a certaines petites lacunes à travers tout ça qui seraient peut-être bon à corriger ou à du moins d'être mis au courant. Android va être capable de détecter les appels spoofés ou impersonnifiés. La façon de fonctionner, c'est pas par l'usage de l'intelligence artificielle de détecter qu'est-ce qu'il y en est, mais vraiment d'envoyer un ping RCS de l'autre côté, vérifier si le numéro de téléphone lequel on reçoit est vraiment actif de l'autre côté. Donc, ça exige la présence de la même plateforme de l'autre côté. Donc, c'est un peu limité en termes de portée, mais quand même, c'est une stratégie d'usage des technologies qui permet justement d'interopérer sur ce genre de choses-là, mais ça veut dire que le protocole RCS est capable de renvoyer si le téléphone est utilisé, et ainsi, donc ça l'amène aussi au niveau de la vie privée. Certaines préoccupations, mais on est en train de voir un peu les choses se mettre en place. Il faudrait peut-être des stratégies plus robustes et plus respectueuses de la vie privée. Kernel, le protocole, en tout cas, le BPF, j'ai un petit peu mis avec cet acronyme-là, est en train de remplacer essentiellement l'observabilité au niveau user space, va être capable de voir au niveau kernel, de voir tout ce qui se passe, donc dans un contexte de virtualisation ou de containerisation, c'est très utile d'avoir cette visibilité-là sur ce qui se passe, de voir la couche en dessous qui n'est pas contrôlable par un exploit dans la machine, mais il demeure que c'est quand même dans un contexte de virtualisation, de containerisation. C'est que si on réussit à redescendre d'une couche plus bas, on va être capable de contourner, mais tout ce qui est à l'intérieur des images ne l'est pas. Et ça enlève la surcharge qui est faite dans chacune des images, d'avoir des outils de sécurité, on est capable de descendre d'un cran, donc de détacher ça d'un de l'autre. Et ça retire des mains des développeurs, justement, ce devoir-là d'aller jusqu'à déployer des outils. Les outils sont dans la couche inférieure. Par contre, il faut toujours s'assurer qu'elles sont présentes dans la couche inférieure, justement pour être capable d'intercepter, parce que si on présume que c'est là puis c'est pas là, on se tire dans le pied aussi. Fait que bref, très intéressant. Allez lire l'article, c'est très enrichissant. Dashlane explique l'attaque qu'ils ont subie, qui a permis de télécharger 20 voûtes chiffrées. Les voûtes sont pas été déchiffrées. Ceux qui ont été touchés par ça, les gens ont été contactés. Et la méthode d'attaque est intéressante et justement à inclure dans les modèles de menace, c'est le fait que c'est une inscription qui est faite et pour l'ajout de la voûte sur un nouveau périphérique et le numéro de 6 chiffres. Et essentiellement, ce que faisait l'attaquant, c'est qu'il brute forçait le numéro à 6 chiffres pour réussir à installer la voûte sur un autre appareil indépendamment de ça, sans avoir nécessairement le code qui autorise ce type de choses-là. Ce n'est pas une attaque qui est très silencieuse. Et Dashlane a modifié ses structures
de vérification pour s'assurer de limiter et empêcher ce type d'attaque-là à l'avenir. Mais c'est intéressant. Il y en a sûrement d'autres de mots de passe ou d'autres logiciels qui peuvent être exploités de cette façon-là. Donc, bref, il faudra réfléchir les stratégies de sécurité. Dans la nouvelle section-là, Let's Encrypt rajoute des volets quantum, de protection contre le quantum. Donc, bref, on avance. C'est intéressant de voir que le plus grand fournisseur de statistiques gratuit permet justement ce type de choses-là. Dans la section divers et insolites, j'ai déjà plusieurs nouvelles, ou en tout cas, bref, clin d'œil à faire dans cette section-là que j'ai pas réussi à placer ailleurs. Fait que c'est étonnamment très gros cette fois-ci. J'ai une chose d'humour avec InfoSec Facebook, c'est essentiellement pour dire que la réponse, qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Allez voir, c'est très drôle. United Airlines a été obligé de retourner à l'aéroport parce qu'il y avait un périphérique Bluetooth qui essentiellement écrivait le mot bombe. Donc, il y a eu une inquiétude de ce côté-là qui a amené de retourner. Fait que c'est un peu particulier qu'on a ce genre d'inquiétude-là, mais bref, on est comme dans un drôle de paradoxe, sécurité, paranoïa, on a peur. Bref, c'est particulier. Dans les faits, j'espère que la personne qui a fait ça sera punie en conséquence, puisque à un moment donné, il faut arrêter de faire de mauvaises blagues. Les cyberassurances sont en train de réduire en termes de coûts, ce qui est une bonne nouvelle. Par ailleurs, les couvertures se réduisent également. Et on peut résumer essentiellement que toute action délibérée de l'utilisateur, incluant les infos stealers de type click fixe, ne sont pas couverts. S'il y a des logiciels désuets, s'il y a des éléments comme ça qui sont en place, ça vient retirer la couverture d'assurance qui est offerte. Donc, d'un côté, ils veulent rendre ça plus accessible, mais en même temps, ils font reposer beaucoup plus de responsabilités. Donc là, il faut que les utilisateurs soient correctement encadrés, leur empêcher de faire des gaffes à la click fixe, par exemple, et mettre des mesures de sécurité en place suffisantes pour démontrer qu'on a fait les tâches. Fait que ça vient changer le fardeau un peu. Je crois que par l'augmentation drastique des réclamations d'assurance, ils n'ont pas eu le choix, mais en même temps, il faut basculer ça. Et on est dans un contexte où, tant qu'à moi, c'est un des plus gros leviers pour aider à la sécurisation des entreprises si les assureurs vont l'obliger ce mouvement-là tranquillement. En tout cas, bref. Ça, DNS is for people, not for IT. C'est un texte intéressant qui nous amène sur le fait que ça a été développé pour un usage humain, que c'est pas fait pour être mécanisé, pour utiliser pour d'autres façons. Donc, de vraiment réfléchir cet aspect-là et à quel point on a dérivé le fonctionnement de cette technologie-là. Comme il y en a d'autres aussi d'ailleurs, comme le SMTP a été utilisé. Et est utilisé notamment le visual voicemail sur les iPhones. C'est du SMTP qui est en arrière. Donc bref, toutes ces technologies-là, un peu utilisées à d'autres fins, peut causer des soucis. Puis l'article est très intéressant là-dessus, puis est un peu vient chatouiller un peu nos a priori. Fait que c'est bien comme ça de regarder ça différemment. Les GPS américains ont été servis de number station essentiellement. C'est une analyse sur très longtemps de voir qu'il y a des numéros qui sont transmis de façon précise, comme les number stations qu'on avait dans le monde radio. Par ailleurs, ce que l'article dit, puis dans le monde réel, c'est pas communiqué comme ça. Bref, on n'est pas capable en tout cas, j'ai pas vu de texte qui le présentait comme ça, mais c'est essentiellement des clés de chiffrement qui sont transmises tranquillement par cette mécanique-là pour faire la rotation des clés qu'on pourrait avoir sur les systèmes GPS militaires, naturellement, parce que le système GPS militaire, il est chiffré, ce que le système civil ne l'est pas. Donc, justement, de faire cycler les clés tranquillement, c'est la stratégie qui est en place. Un article qui explique essentiellement une personne qui a mené la gestion de l'Ebola, la crise d'Ebola en 2014 au niveau américain. Puis justement, de contenir cette crise-là, puis d'arriver dans un contexte pour limiter les dommages. Cet article-là est intéressant parce on voit ce que le désinvestissement mondial est en train de faire excusez, sur la propagation de maladies. On le voit au niveau humain, il va y avoir des pertes de vie importantes. C'est assez dramatique ce qui se passe avec ça, puis les voyages vont être beaucoup moins sécuritaires. Les vecteurs de transmission vont être aussi très, très problématiques. On a vu avec la COVID toutes les choses qui ont été faites, les ratés aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de leçons apprises qu'on a de cette crise-là. On s'enligne vers des crises similaires qui s'en viennent puisqu'on a désinvesti, on a arrêté de régler les problèmes.
et on en amplifie d'autres par le fait même. Donc, parfois, de petits investissements dans ce que c'est en santé publique peuvent avoir des impacts importants sur l'ensemble de la planète. C'est un peu comme on le voit en cyber aussi. Fait que, bref, il y a de l'inspiration à aller chercher pour les éléments en cyber dans cet article-là. C'est pour ça que je l'ai mentionné là. Et de voir que parfois des petits investissements ont de très grands impacts et des impacts massifs. Donc, l'espace du gouvernement, par exemple, pour aider et encadrer les entreprises, autant en cyber que dans la santé publique, a des impacts pertinents, importants et nous aide à vivre dans une société beaucoup plus stable comme on l'a vécu pendant plusieurs années. Et lequel cas, je pense que c'est en train de se désagréger tranquillement avec les choix qui sont faits et les différentes modifications politiques et géopolitiques qu'il y a à travers le monde. Bref, dans la nouvelle, c'est un article qui essentiellement dit que le fait de bannir les jeunes des réseaux sociaux va favoriser les grosses compagnies de médias essentiellement. L'article est intéressant. Il parlait dans un contexte de Blue Sky, dans ce cas-ci, que les plus petites plateformes sont désavantagées dans un combat comme celui-là, de ces lois-là. Donc, c'est sûr, il faut leur réfléchir. Il y a des aspects, c'est vrai qu'il faut empêcher ou limiter les jeunes de faire ça, mais les jeunes vont se forcer, vont essayer de contourner. Fait que, bref, il y a une réflexion. Je vous laisse aller lire l'article. Je termine les nouvelles pour cette semaine. Merci beaucoup. Merci à tous les gens qui m'ont gentiment accueilli à Rennes pour parler, pour jaser. Ça a été très, très, très agréable. J'en ai un bon souvenir. C'est sûr que je retourne au cycle l'année prochaine. Si j'oublie pas encore une fois d'acheter mon billet dans les temps. Puis merci Romain de me l'avoir rappelé en temps opportun. Bref, cela étant, je vous souhaite une excellente semaine et déprimez pas trop.